Bonsoir les geeks, bonsoir les geekettes. Il est 19h, c'est l'heure de notre édition nationale de 101%, avec tout de suite les titres, le reportage, le temps perdu, Retro Magic et tout de suite les news en images. Seulement un mois après la sortie de Skate 2, on ne compte déjà plus le nombre de packs payants mis à la disposition des joueurs par Electronic Arts. Depuis peu, c'est un tout nouveau skatepark que l'on peut télécharger sur le live pour 400 points Microsoft ou sur le PSN, moyennant environ 4 €. Ce nouveau terrain de jeu est inspiré du skatepark dont dispose le célèbre skater Rob Dyrdek dans son show diffusé aux US. Toujours chez EA, mais concernant Mirror's Edge cette fois-ci, les parcours cosmiques dont on vous avait parlé il y a quelques temps sont disponibles sur le live et le PSN. Tout cela, c'est bien beau, mais ça a un prix. 10 € tout de même pour les possesseurs de PS3 et 800 points Microsoft pour la version 360. À ce tarif que l'on peut qualifier d'excessif, les joueurs ont intérêt à faire chaque niveau une bonne cinquantaine de fois s'ils veulent rentabiliser leur achat. Namco Bandai Games annonce l'arrivée prochaine en Europe des deux derniers jeux estampillés One Piece, conçus pour la Wii. One Piece Unlimited Cruise épisodes 1 et 2 seront en effet disponibles respectivement au mois de juin et octobre prochain. Ces deux volets se font suite directement et reprennent en grande partie le concept de One Piece Unlimited Adventure, le premier épisode sorti sur Wii en 2007 et qui n'est jamais parvenu jusqu'à chez nous. Il s'agit donc toujours de deux spin-offs reprenant l'univers bien connu de la série, mais dont les histoires diffèrent complètement de la trame scénaristique originale. Le gameplay reste également similaire à ce que connaissent les joueurs s'étant procuré le premier One Piece sur Wii en import. On pourra donc toujours incarner les personnages emblématiques de la série, chacun ayant ses propres techniques et capacités particulières. De quoi chahuter les ennemis qui se présenteront devant vous au cours de l'aventure. Outre les combats, on aura aussi les petites activités annexes comme la pêche ou la chasse aux papillons. Enfin, au regard de ce qui se passe actuellement avec les versions européennes des jeux Naruto, on espère fortement que cette fois-ci, les voix japonaises seront disponibles dans le jeu. Mais rien n'est moins sûr. Annoncé pour le 6 mars, le second titre de la gamme Nouvelle façon de jouer adaptant un titre GameCube à la maniabilité spécifique de la Wii sera Mario Power Tennis. Sorti en France en février 2005, Mario Power Tennis constituait le quatrième volet de la série Mario Tennis, initié en 1995 sur Virtual Boy et popularisé en 2000 sur N64. Ce jeu, jouable à 4, proposait pour la première fois d'incarner dans la série Mario Tennis Diddy Kong, Bowser Jr., la chenille Wiggler, Flora Piranha, ainsi que Helico Mascas. En tout, 18 membres de la Mario Family sont jouables sur des parcours souvent bourrés d'obstacles et de pièges divers. Si on ajoute à cela les power shots qui permettent de déclencher des super coups en attaque comme en défense, et les mini-games dont 5 sont disponibles dès le départ, on obtient un jeu d'arcade classique et ultra accessible. Les joueurs casual pourront même décider de ne se préoccuper que des coups, en laissant la console gérer les déplacements des personnages à la manière de Wii Sports. Les éléments distinctifs de cette gamme Nouvelle façon de jouer sont toujours présents avec jaquette réversible pour les collectionneurs, une compatibilité 16/9 et un petit prix, soit environ 30 €. Mais des ajouts mineurs ont également été portés à la version GameCube, comme de nouvelles options de caméra pour les ralentis et surtout un mode split screen 2 joueurs. Reste à voir si les mouvements seront agréablement reproduits, ce qui semblait être le cas, et surtout si la précision sera au rendez-vous. Des images terribles en effet, et des images terribles qui viennent encore maintenant, puisque vous allez voir dans le reportage qui va suivre que la crise est tellement présente que dans nos belles caves de nos belles cités, les jeunes ne peuvent même plus se réunir à 12, 24 ou 36. Ils sont obligés de se regrouper en petits comités pour faire des mini gangbangs. Tout de suite, un reportage sur le gangbang mini. Bienvenue chez Arcado / Pasta Games, parce qu'en fait on n'est pas tout seul ici. On partage avec des copains qui sont un petit peu au fond. Alors ici à Arcado,
Donc Arkedo, c'est 4 personnes. Ils sont tous à leur place. Ils sont tous à leur place, c'est très bien. Aurélien, voilà, donc Eric, Maïven. Ici, il y a notre boîte spéciale pour les gens qui n'ont pas la boîte lenticulaire et qu'on leur envoie à la main. info@arkedo.com, on vous l'envoie, gratos. Oui, pardon Rosalie. Rosalie, la vache qui rebondit, c'est notre vache corporate, qui d'ailleurs fait la pub de Big Bang Mini de façon éhontée. C'est pas bien. Oh, notre Olivier, de 400 kg et de 35 ans d'âge, qu'on s'est fait vraiment chier à ramener ici, qui n'est même pas mort depuis 2 ans, donc on est assez fiers. Je vais vous montrer comment c'était avant aussi. Alors, c'est un peu comme Alice Sapritch, hein. Avant j'étais moche, donc là c'est avant Gexfour. Voilà, donc on a un peu bossé, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, il y a 2-3 fantômes gentils qui sont restés en haut. Mais... hop! Personne. Quelque part, le développement de certains titres DS rappelle un autre temps, celui des années rétro-pixel. La fameuse époque où faire un jeu nécessitait peu de personnes, aux multiples casquettes et une cave. La cave cliché fait ici place à un petit local parisien, où la cuisine tient une place primordiale, pas loin de la table de ping-pong, de la vache Rosalie et de l'olivier en pot. Les 4 employés Arkedo ont également fait appel à des compétences extérieures. Pour la musique du jeu par exemple, composée par Sylvain Elliot et Xavier Thierry du studio Yubaba, ou pour la réalisation de certains modes de jeu avec Clément Printemps. A noter que Yubaba a également signé les excellentes musiques de Soul Bubbles et Nervous Breakdown et a remporté le Milton de la meilleure bande-son lors du festival du jeu vidéo 2008 pour Big Bang Mini. Et c'est d'ailleurs pour ce jeu que l'on a été à la rencontre de cette fine équipe. Il s'agit du second titre développé par Arkedo après Nervous Breakdown, un studio né d'un concours de circonstances et d'une envie commune. Je me sentirais un petit peu mieux s'il y avait Rosalie quand même, parce que c'est quand même notre mascotte, hein. Donc la vache qui rebondit. Alors, ça c'est sérieux mec. Arkedo, c'est une société qui a été créée au départ uniquement pour faire un jeu, et un seul jeu uniquement, qui était donc Nervous Breakdown. La jeunesse de la boîte, ça a été 2 personnes, Aurélien et moi, qui travaillions auparavant dans une boîte de jeux pour téléphone portable et qui avions envie de sortir un jeu dans une vraie boîte. Parce qu'on considérait que s'il n'y avait pas de boîte, ça n'existait pas. On voulait pouvoir chiner notre jeu dans 10 ans ou le trouver dans les bacs à soldes ou des choses comme ça. On aime bien les boîtes. Et d'ailleurs, on essaie de le prouver. La boîte de Big Bang Mini aux US, pour l'instant, on a essayé de la faire un peu différente de ce qui est ailleurs. Par ailleurs, on a fait un GIF animé. On a fait un GIF animé en boîte. Génial quand même. Ah ouais, attends, je vais vous montrer. C'est la boîte GIF animé. C'est quand même assez génial. Hein, voilà. Donc on peut le faire, donc on l'a fait. La boîte, cet objet susceptible de disparaître un jour au profit de données volatiles stockées sur des disques durs fragiles ou des serveurs lointains, est l'objet de nombreuses interrogations et inquiétudes. Et les joueurs, collectionneurs ou non, qui redoutent que les jeux ne puissent un jour s'acquérir qu'en les téléchargeant, sont nombreux. On comprend sans mal que les développeurs ressentent encore plus profondément cette crainte, l'objet, la boîte, étant en soi la concrétisation physique de plusieurs dizaines de mois d'efforts. Imaginez un peu qu'un écrivain finisse un livre pour ne le voir sortir qu'en fichier PDF. L'œuvre éphémère, ce n'est vraiment pas le truc des développeurs de jeux vidéo. Alors, Nervous Breakdown, c'était pas notre premier jeu, c'était notre 51e jeu, mais c'était notre premier vrai jeu, parce qu'on était dans le domaine du vrai jeu vidéo, avec des boîtes, et non pas des jeux sur téléphone portable. La première vraie raison, c'est qu'en fait, Nervous Breakdown et Arkedo a été, la jeunesse de ça a été un mail d'Aurélien quand je me suis fait virer de ma propre boîte le jour où les actionnaires financiers n'ont plus appuyé sur le gros bouton rouge. Ce qu'ils ont très bien fait.
Donc j'ai reçu un mail d'Aurélien me disant vraiment c'est nul, voilà, la guerre c'est moche, l'eau ça mouille, le feu ça brûle et c'est naze que tu sois plus là. Si un jour dans tes post-dépression tu as envie de recommencer un truc, je serais très heureux de faire avec toi ce jeu-là. Et il m'a balancé un game design auquel j'ai répondu écoute, je me demande si je vais monter un resto ou refaire un autre studio ou juste me suicider. Je te tiens au jus. Et puis 2-3 jours après, j'ai dit non, il est vraiment bien ton projet. Et donc on a fait la boîte autour de ça. Au départ, c'était censé être l'unique jeu de la boîte parce qu'on était censé se couler avec classe à la fin et on n'a même pas eu cette classe-là, disons. Ça a pris 15 mois. On l'a présenté à 12 mois. J'avais la chance, moi, en ayant revendu mes actions de ma société d'avant, de pouvoir financer 2 personnes, je ne me payais pas, 2 personnes pendant une grosse année. L'idée étant de pouvoir montrer un jeu le plus fini possible pour avoir le droit d'exister. La plateforme choisie, la DS, a également eu son importance. Nervous Breakdown est en effet sorti en septembre 2007 en France et en juin 2007 au Japon. Son développement ayant pris 15 mois, c'est donc début 2006 que l'équipe s'est mise au travail, soit avant la sortie de la DS Lite et bien avant que la portable Nintendo ne devienne l'Eldorado qu'elle est aujourd'hui. Dès le début, c'était vraiment prévu pour de la DS, tout simplement parce que j'étais super fan de DS. Quand elle est sortie, moi ça a vraiment été un gros coup de cœur. Je me rappelle du tout début avec Pac-Pix et Feel the Magic. C'était vraiment des trucs qui m'ont marqué, je pense, plus que la moyenne des gens. Pac-Pix parce que tu dessinais Pac-Man et qui prenait vie, donc déjà j'étais juste dingue juste avec ça. Ça avait pas besoin d'être un bon jeu, juste faire un Pac-Man et il s'animait, c'était merveilleux. Et Feel the Magic, le truc qui a énervé tout le monde par la suite, à savoir souffler dans la DS, moi j'ai trouvé ça magique, tu soufflais sur la DS et t'avais le bateau de Feel the Magic qui avançait. Et ça défonçait. J'adorais ça. Oh yeah! On a essayé de tout utiliser pour que les gens en aient pour leur argent, entre guillemets, avec des décors 3D, avec le micro, avec des choses comme ça. Mais on est vraiment resté sur ce qui nous intéressait le plus, c'est-à-dire manier quelque chose au stylet et avoir une précision que tu pouvais pas avoir avec une autre plateforme. Et donc ça donnait un feeling à Nervous qui était, je dirais pas proche de la molette d'Arcanoid, mais un truc un peu différent comme ça qui était agréable, voilà. Un casse-brique puis un shoot. Certes, de par sa structure, Arkedo ne va pas s'atteler à la création d'un Dragon Quest IX made in France, mais ses choix ne sont pas uniquement le fruit du pragmatisme. D'autres éléments sont à prendre en considération, comme le feedback obtenu sur Nervous Breakdown et un attrait certain pour les Manic Shooters. Une fois qu'on a eu terminé Nervous, on a eu les retours sur le jeu, qu'on a pris en compte, on les a vraiment pris vraiment peu au sérieux, et on a essayé de tirer des conclusions de ça pour le prochain. On avait bien vu que ça plaisait bien d'avoir des choses très différentes qui passent d'univers en univers, qui avaient un peu rien à voir les uns avec les autres. Par contre, ce côté zapping sur le gameplay, de changer les règles toutes les 2 secondes, nous a fait quelques reproches dessus, et qui était loin d'être idiot d'ailleurs. Et du coup, on savait que le prochain projet, on voulait être un petit peu plus cadré au niveau gameplay, d'avoir plus un gameplay qui évolue, quitte à partir dans tous les sens, graphiquement, ou d'un point de vue musical, etc. D'avoir des nouveautés régulièrement pour que tu restes comme ça avec tes petits jeux bien ouverts. Mais on savait qu'on voulait un truc moins zapping. Donc ça, c'était une première chose. Avant même de connaître le thème de notre prochain jeu, on avait ça en tête. Après, on est parti un peu dans plein de directions sur le papier. On était assez libre parce que l'argent de Nervous nous permettait a priori de financer au moins une partie du développement du prochain projet. Donc on est parti dans des tas de trucs sur des labyrinthes, des petits jouets, des histoires, des trucs. On a prototypé plein de trucs, c'était vraiment nul. Et puis il y a eu un jour où on a décidé vraiment de faire le post-mortem de Nervous Breakdown. Vu comme c'était un jeu qui avait un gameplay à la base assez éculé et limite chiant, au bout d'un moment, il fallait lui donner du frais dans chacun des mondes pour garder un peu l'intérêt du joueur sur DS. Donc on avait fait plein de trucs et on les a tous pris un à un en essayant de trouver ce qui était vraiment bien. Et puis on a eu des copains qui étaient vraiment des fans de Manic Shooter qui sont venus nous voir en disant franchement le boss de Shoot il est bien. C'était un monde qui s'appelait Shoot et il y avait un boss avec une musique un peu à la Propeller Heads. Ils nous ont dit mais c'est super
super. Le maniement au stylet, franchement, c'est nouveau, c'est frais, c'est sympa. Ça vaut peut-être le coup que vous essayiez de voir ce que vous pouvez donner là-dedans. Et la question, c'était de savoir comment on peut transformer le shoot en quelque chose d'intéressant sur DS, qui soit pas une copie moins bien faite de shoot de Cave ou de ce genre de choses, parce qu'on n'avait pas cette prétention-là non plus. Quand Aurélien a rajouté à ça l'idée du fait qu'on peut gratter vers où on veut avec le stylet, donc on peut tirer de façon séparée du vaisseau, du maniement du vaisseau, et qu'en plus derrière, au bout de 2 secondes, tous les tirs loupés te reviennent à la gueule avec une pluie de boulettes. Du coup, ça adapte un peu automatiquement la difficulté pour les gens qui viennent des caves et qui veulent du manique et qui vont tirer comme des bourrins, et ben ils se prennent un retour de folie dans la gueule et c'est l'enfer. Et inversement, quelqu'un qui est un petit peu moins à l'aise et qui est plus dans le public DS et moins dans le public j'ai une borne d'arcade à la maison, ce qui est pas très courant, c'est à son rythme aussi. Quand on a vu ces 2 trucs-là, on a fait le proto, on a dit ok, go. On sait ce qu'on fait pendant 18 mois, on fait ça. Et il nous manquait un thème qui soit un peu moins vaisseau spatial. Et quand on a pensé au feu d'artifice, ça nous a bien plu. Voilà, ça permettait d'avoir un habillage un peu plus positif que c'est la guerre et on détruit tout le monde. En même temps, c'était la mécanique de c'est la guerre et on détruit tout le monde parce que tu shootes sur des trucs qu'on vient demander et ils explosent et finalement c'est à peine déguisé, donc c'est parfait. Tout le monde est content. Et puis c'était pas dans un esprit de compromis en fait. C'était vraiment parce qu'on avait envie de faire autre chose que des vaisseaux spatiaux. Et même si on adore tous les vaisseaux spatiaux, mais on avait envie de voir ce qu'on pouvait faire un peu d'autre. Ah, les Manic Shooters, alias Bullet Hell, alias Denmaku en japonais, ce qui signifie littéralement rideau de balles. Big Bang Mini et ses feux d'artifice provoquant des retombées sous la forme de nuées de boulettes rend clairement hommage à ce sous-genre né dans les années 90 au Japon. Le studio Cave s'en est fait une spécialité, son premier jeu n'étant autre qu'un certain Donpachi, sorti en 95, prédécesseur du plus que fameux Dodonpachi. J'aime dedans, c'est visuellement. C'est-à-dire que je suis une quichasse totale à tous les caves, mais d'une force. J'aime beaucoup ESP Galuda 2 ou les Dodonpachi. Enfin voilà, j'adore ça. Sauf que j'adore les regarder. Ou même Mushi Sama, j'adore les espèces de patterns en 3D que ça te fait quand. Enfin voilà, c'est génial. Sauf que je suis incapable de jouer à ça. Enfin, je dépasse pas le 2e monde, donc voilà. Ça, c'est ce que j'aime visuellement sur les patterns de boulettes, le côté feu d'artifice. En dehors de ça, mes shoots préférés, c'est pas forcément des shoots super classieux. J'aime bien Cosmo Gang The Video. Ou Super EDF. Des trucs comme ça qui sont des petits shoots, qui n'ont rien de merveilleux, sauf que Super EDF a des très très jolis nuages sur le premier niveau. Et Cosmo Gang The Video, il y a des petits bonhommes rigolos, c'est une espèce de skin de Galaga qu'a fait Namco, avec des petits extraterrestres violets, et ils ont des bonus à la con, genre des petites toiles d'araignée qui se mettent par-dessus, des trucs. Ils ont un peu, c'est la énième version de Galaga, et j'aime beaucoup Galaga, et donc j'aime beaucoup Cosmo Gang The Video, voilà. Big Bang Mini ne se contente pas d'un mode arcade malgré la grande variété des niveaux. D'autres modes ont été développés pour satisfaire les hardcore gamers bien sûr, mais pas uniquement. Le relax en fait c'est un mode contemplatif. Donc il y a 2 modes à l'intérieur. Il y en a un où on laisse les feux d'artifice qui se tirent tout seuls comme ça, puis on regarde, on fait voir, c'est joli et tout. Là on peut admirer tous les feux d'artifice qu'on a vus tout au long du jeu dans les différents mondes. Et sinon il y a un mode manuel où c'est toi qui tires les feux. Et c'est le plaisir de tirer les feux d'artifice, quoi. C'est ta petite récompense à la fin du jeu. Tu t'es battu, t'as jamais vraiment pu les admirer parce que t'avais des boulettes à éviter. Là, voilà, maintenant tu peux les admirer, tu fais ouais, c'est joli. Dans Big Bang DS, on a donc un petit mode que tu débloques. Et c'est un mode à score qui est graffé un peu à la Geometry Wars.
En gros, façon Vectrex. Et c'est un reproche qu'on nous avait pas mal fait sur Nervous, sur le fait qu'il n'y avait pas de score. Et on se sentait pas de mettre du score directement dans le mode arcade. Moi, j'avais pas très envie. Ça amenait des mécaniques de combos, de trucs qui allaient devoir s'étaler sur tous les mondes. Et on a préféré que chaque monde ait une particularité. Certains sont sur les combos, par exemple. Donc on a extériorisé le truc à score, et donc tu as ce mode à la GeoWar où tu peux uploader tes scores en ligne et voir si c'est toi qui as la plus grosse ou pas. Et voilà, rendez-vous en ligne. Le multijoueur, tu peux y jouer à 2 avec une seule cartouche. Donc c'est un versus, tu tiens ta DS dans l'autre sens comme un livre en fait. Et faut tirer des boulettes sur ton adversaire. Lui il peut les piquer pour te les renvoyer, donc il y a un système de ping-pong un petit peu. Et t'as des options aussi, t'as différentes options. Après il y a aussi en fait par partie, on donne 4 options que tu peux employer quand tu veux, mais tu ne les as qu'une fois chacune dans la partie. Big Bang Mini est une vraie surprise et quelque part aussi un titre rassurant. Qu'un petit studio français puisse sortir un jeu aussi original, ne proposant ni de faire des sushis, ni de s'occuper d'un poney, ni de s'essayer à la tectonique, ni de se faire coacher pour apprendre le tibétain ou favoriser la croissance de son cerveau gauche, eh ben ça fait du bien. Rien que pour ça, on souhaite à ce titre de remporter un succès encore plus conséquent que celui de Nervous Breakdown, et qui sait, d'être chiné par les collectionneurs dans 15 ans. Et oui, des images terribles, un reportage absolument édifiant. La crise est là, la crise frappe à la porte, la crise met le pied dans la porte et s'engouffre à l'intérieur dès qu'on a le dos tourné. Les jeunes ne trouvent pas de travail, les vieux perdent leur travail, les banques perdent des millions et Nicolas Robin perd son temps. Tout de suite, les images du temps perdu de Nicolas Robin. Bonjour, on vous l'a dit, on vous l'a répété, vous devez consommer pour sauver nos belles entreprises françaises. Alors au boulot, bande de fainéants. Et si vous ne savez pas quoi faire durant vos heures supplémentaires, bienvenue dans Temps perdu. Sur internet, il n'est pas rare de croiser de petites créations, a priori anodines ou sans prétention, mais faites avec envie et passion, juste pour le plaisir. Je sais, je l'ai déjà dit, mais je fais ce que je veux. Et donc, j'ai plaisir à croire, en découvrant ces petites œuvres vidéoludiques, que notre loisir favori pourrait un jour devenir une nouvelle forme d'expression, un peu comme écrire une lettre, faire un dessin, ou voire même composer une petite balade pleine de bons gros sentiments qui dégoulinent. Eh ben, Color My Heart, c'est un peu ça. Un jeu tout simple que vous pouvez terminer en 1 minute 12, avec 2 ou 3 petits trucs cachés quand même, mais qui se veut porteur d'un message pour l'être aimé. Et moi, quand je vois ça, comment dire, ça me fait tout chose quoi, j'aime bien. Ça me rappelle que derrière ce visage taciturne et cette triple épaisseur de graisse goût pizza, j'ai un petit cœur qui bat. Arrêtez, je vais rougir. Vous souvenez-vous de Achievement Unlocked de JMTB 2 ? Eh bien, Run Elephant Run en est la suite directe. Enfin presque. Disons que nous y retrouvons notre mignon petit éléphant bleu, un peu surpris de sa si soudaine popularité. Et si son producteur veut l'enchaîner à la toile, lui ne rêve que d'une chose, retrouver sa tendre dulcinée. À vous donc de le conduire vers son Afrique natale le plus rapidement possible et surtout en évitant un maximum de trucs. C'est speed, fun et kawaii comme on aime. Et donc à essayer d'urgent. Sinon, le grand truc du moment, c'est empiler des machins. Bon, il y a aussi des jeux où il faut désempiler, mais on en reparlera un autre jour. Dans Super Stacker 2, il faut donc empiler des pièces et faire en sorte que votre structure ne se casse pas la margoulette. Au début très simple, le jeu se complique, bien sûr par la suite avec ses 4 niveaux de difficulté, son éditeur de tableau, ses time attack et puis tant qu'à faire son premier épisode qui ne sera pas difficile à trouver puisqu'il suffit d'enlever le trait d'union et le 2 à la fin de l'adresse internet. Dans Perfect Balance, c'est exactement la même chose. Bon, l'ambiance est différente et ici on peut tourner les pièces, mais globalement c'est le même truc. Alors quoi dire, c'est bien. Actuellement le développeur adapte le jeu pour téléphone tactile de la pomme.
Et puis là vous vous rendez compte que je meuble discrètement sans trop savoir quoi dire, juste pour gagner du temps. Mais bon, reconnaissez que ça tombe plutôt bien car il ne faut pas oublier que pour gagner plus, jouer plus. Des images terribles, un temps perdu de crise, en effet. International à présent, avec la guerre qui continue sous les mers, puisque là où la lumière ne perce pas, les ténèbres règnent. Tout de suite, notre envoyé spécial Julien Pirou, sous les mers. La scène du jeu PC a toujours été très dynamique en Allemagne, notamment sur le marché des jeux d'aventure, des RPG et des jeux de gestion et de stratégie. C'est aussi à un développeur allemand, Massive Development, que l'on doit l'une des séries de jeux de shoot 3D les plus ambitieuses et spectaculaires, qui résista aux sirènes de l'espace pour proposer un terrain de jeu inédit, les fonds marins. Sorti en Allemagne sous le nom Schleichfahrt, Archimédéenne Dynasty se déroule en l'an 2661. Au milieu du XXIe siècle, la Terre a été ravagée par une guerre nucléaire, obligeant l'espèce humaine à se réfugier sous les mers dans de vastes cités sous-marines. Trois puissances se partagent ce nouveau monde, renommé Aqua, le clan Union arabe, la Fédération atlantique et le shogunat russo-japonais. Les anarchistes, les pirates et les mercenaires se sont quant à eux établis dans une région du Pacifique Sud appelée Zone Tornado. Le joueur incarne l'un de ces aventuriers sans attache, Emerald Flint, surnommé Deadeye. Le jeu commence alors que Flint semble avoir été abandonné par la chance. Sa dernière mission a été un fiasco total, sa cargaison mystérieuse ayant été volée par des agents du shogunat, menés par la Ronin Honglong, une ancienne maîtresse de Flint. Une russo-japonaise du nom de Honglong, ce qui signifie dragon rouge. Flint rentre donc la queue entre les jambes dans la zone Tornado pour expliquer la situation à son commanditaire et redorer son blason. Je venais juste de rater une mission top niveau et je faisais maintenant route, en compagnie d'un périlassal grincheux, vers mon commanditaire Foudrage que tout le monde connaissait sous le nom d'El Topo. Topos Asylum, forteresse d'El Topo, 2826 mètres. La grande force de Archimédéenne Dynasty est son univers riche. Le joueur passe en effet une bonne partie de son temps dans les différentes cités sous-marines pour parler aux différents personnages et récupérer des missions à accomplir. Ces missions lui permettent de garnir son compte en banque et ainsi acheter de nouvelles armes et de nouveaux submersibles. Et il en aura bien besoin pour survivre aux batailles qui l'attendent dans les profondeurs d'Aqua, où il devra affronter les Bionts, redoutables créatures biomécaniques bien décidées à détruire la race humaine. Son ambiance unique, son gameplay très complet et sa dimension ouverte, avec de nombreuses missions facultatives, firent d'Archimédéenne Dynasty un des shoots les plus populaires de son époque, donnant naissance à une communauté de fans fidèles et enthousiastes qui y virent l'équivalent sous-marin de jeux comme Elite ou Privateer. Consciente des attentes de la communauté, l'équipe de Massive Development décida de prendre son temps pour développer la suite de Archimédéenne Dynasty. Baptisée Aquanox, cette suite prend place directement après le premier jeu. Hanté par le sacrifice de ses amis durant la guerre contre les Bionts, Emerald Flint continue de traquer les Bionts dans les océans. Au début du jeu, son sous-marin, le Succubus, est volé, ce qui est bien sûr une excuse pour faire repartir le joueur de zéro. À sa sortie, Aquanox servait de benchmark pour les cartes graphiques GeForce 3 de Nvidia. Et pour cause, le jeu de Massive était très certainement l'un des plus beaux jeux de l'époque grâce à son moteur 3D Crass Engine. Malheureusement, il était également nettement plus linéaire que son prédécesseur. Le système de mission libre avait en effet disparu au profit d'un banal enchaînement de niveaux. Quant au gameplay, il délaissait la simulation pour proposer un maniement façon FPS plus facile d'accès.
Si les escales dans les différentes villes englouties et les phases de dialogue étaient toujours présentes, elles ne se faisaient plus que par un menu général un peu grossier. Critiques et fans regretteront ce changement de style et auront du mal à voir dans Aquanox autre chose qu'une très belle coquille vide. Bien décidé à corriger le tir, Massif produisit Aquanox 2 Revelation. Renouant avec l'interface d'Archimedean Dynasty, Aquanox 2 était toujours très linéaire, mais mettait davantage l'accent sur son histoire, qui se déroulait en parallèle à celle d'Aquanox premier du nom. On y incarnait William Drake, un jeune homme naïf et un peu cucu dont le vaisseau cargo se faisait arraisonner par une bande d'aventuriers et un brin pirate. Bon gré mal gré, Drake était forcé de se joindre à leur quête pour retrouver un trésor mystérieux, les larmes de l'ange, qui pourrait changer à tout jamais la face d'Aqua. L'histoire bénéficiait de scènes cinématiques esthétiquement splendides, mêlant astucieusement dessins 2D et images de synthèse 3D. Malheureusement, si le jeune Drake était impeccablement interprété par son doubleur français, il n'en était pas de même pour tous les protagonistes, loin de là. Qu'est-ce que tu veux, mignon? Juste parler. Bon, on fera ça quand j'aurai dormi un peu plus. Nous sommes tous fatigués. Toujours plus beau, Aquanox 2 tentait de proposer un gameplay un peu plus subtil que celui d'Aquanox, avec notamment une part importante accordée au fait de sniper les cockpits des submersibles ennemis. Les Beyonds ne faisaient qu'une timide apparition, mais la quête de Drake finissait par croiser celle d'Emerald Flint à la fin du jeu, laissant augurer d'un combat épique entre les deux héros dans l'épisode suivant. Malheureusement, Massif s'enlisa dans la réalisation d'une version PS2 d'Aquanox 2 et finit par fermer ses portes sans avoir pu conclure sa saga sous-marine. Les fans de l'univers d'Aqua durent donc se contenter de la superbe scène finale d'Aquanox 2, baignée dans un onirisme aussi fascinant qu'inquiétant. Notre édition nationale de 100% de 19h arrive déjà à son terme, avec une actualité un peu plus souriante, puisqu'on nous apprend la naissance de 2 petits pingouins aux eaux de Vincennes, et en parlant de pingouins, demain, vous retrouverez Davy dans 100%. Des bisous. Examination season, we have snow every year, so take your time, watch your step, but you don't